Bonjour tout le monde. Bonjour et un chaleureux message de bienvenue pour toutes les personnes qui sont avec nous. Je vois le nombre qui continue de grossir, près de 70 maintenant, pour ce deuxième panel de l'automne 2021 organisé par UPA Développement International. Alors, on va réfléchir aujourd'hui à quelques heures de la Journée mondiale de l'alimentation. On va réfléchir aux questions qui touchent la vente directe, les marchés fermiers, les circuits de proximité, en nous demandant justement quel est l'avenir de ces circuits pour les producteurs qui y sont engagés. Nous avons réuni un panel diversifié, encore une fois, des gens d'ici, des gens d'ailleurs, des expériences de terrain, quelqu'un qui représente une organisation de producteurs. Je vous présenterai à tour de rôle plus longuement tout à l'heure nos invités. Fatma Amdouni qui nous attend en Tunisie. C'est la première fois qu'on a quelqu'un de la Tunisie avec nous. On est très contents. Evelyne Rancourt, que nous allons joindre en Abitibi, au Québec. Patrick Mondler de l'Université Laval, un spécialiste de ces questions que l'on peut suivre régulièrement, qui nourrit justement la réflexion sur les circuits courts et les marchés de proximité. Alors, on va le retrouver en cours de discussion, mais pour l'instant, c'est au Sénégal qu'on s'en va et je vais retrouver une femme qu'on a eu l'occasion de croiser en janvier 2020 dans ce qui a été la dernière grande mission de groupe du PA Développement International juste avant la fermeture des frontières. Louise Candé nous avait accueilli la délégation des agricultrices du Québec et les gens qui les accompagnaient nous avaient accueillis à Saint-Louis, au Sénégal, dans son exploitation. Louise est éleveuse de volailles en vente directe. Elle est de l'Association des éleveurs de volailles de Saint-Louis. Elle connaît le Québec. Elle y est venue de temps à autre. Je lui ai mentionné tout à l'heure, mais je le dis devant vous aussi. Elle y est espérée parce qu'il y a des gens qui l'attendent. On voulait la revoir après cette visite au Sénégal. Louise est membre d'une filière dynamique où les femmes mettent en marché des volailles et où la plupart des femmes génèrent ainsi des revenus qui permettent de contribuer aux besoins du ménage, qui permettent de nourrir leur famille et qui permettent aussi, dans certains cas, à leurs enfants de fréquenter l'école. Louise Candé, bonjour. On va. Oui, Bonjour, Louise. bonjour. Et bonjour à tout le groupe, à tout le panel. Et c'est tout un plaisir de vous retrouver aujourd'hui après tant d'années. Oui, c'est ça. Alors, on Voilà, va voir donc, quelques photos. On va voir quelques photos de votre exploitation. On va vous situer sur une carte du monde aussi. Là, Julie va faire tout ça avec dans quelques instants. Là, je vois des messages qui disent qu'on ne vous voit pas. Là, moi, je vous vois. Alors, j'ai besoin de savoir si les participants vous voient. Merci de noter tout ça dans le chat, donc dans la zone de clavardage. Donc, on va avoir une carte, on va vous situer, mais dans vos mots, s'il vous plaît, décrivez-nous votre installation. Oui, donc c'est juste une toute petite installation privée. C'était un jardin privé, comme vous avez pu le constater. Au départ, c'était donc un verger avec des arbres fruitiers et un petit bâtiment, deux pièces, deux magasins en fait, qui par la suite ont servi de poulailler. Et avec des arbres fruitiers. Et ensuite, on a fait, j'ai commencé à faire du maraîchage. Donc, c'est l'aviculture et le maraîchage dans ce petit jardin. D'accord. De quelle taille? Vous nous donnez une idée du volume de production? Un petit peu de patience, s'il vous plaît. Alors, on va essayer de rattraper Louise. Alors, oui, quel est le volume de production, Louise, s'il vous plaît? Votre microphone est fermé. Avec l'électricité, donc la bande passante est toute légère là depuis. C'est dommage que ça vient juste de commencer. C'est bon, là, vous m'entendez? Louise, on vous entend, on vous voit. Allez-y. Alors, on écoute. Oui. Décrivez, vous avez décrit un peu ce que c'est, donc un jardin, maraîchage, aviculture. On a cette image, ces photos de Voilà. l'exploitation. En volume, en production, ça représente quoi?
Alors, ça coupe encore pour Louise Candé. Louise, je vais vous demander de fermer votre caméra. Je pense même qu'on l'a perdue. Non, elle est là. Oui, alors vous pouvez continuer. Si on vous entend, on va poursuivre sans la caméra. Vous m'entendez? Oui, c'est mieux comme ça. Oui, allez-y. Voilà, donc je vous disais que dans mon cas, devenir une productrice agricole est venu tout naturellement. Donc, j'étais à la recherche de compléments de revenus pour satisfaire les besoins de la famille, comme toutes les femmes d'ici. Et donc, j'ai eu à étudier. Ouais, on vous a reperdu malheureusement. On vous a reperdu malheureusement. Alors, écoutez, on va plutôt se diriger vers Évelyne Rancourt en Abitibi et on essaiera de retrouver Louise Candé un peu plus tard au cours de la discussion. Pour vous faire une histoire courte, Louise Candé est éleveuse de volailles, elle l'a dit, elle fait un peu de maraîchage et son marché s'établit, c'est un marché de vente directe et c'est un marché qu'elle a établi avec des urbains, donc de la ville de Saint-Louis et de Dakar au Sénégal, des particuliers et, si ma mémoire est bonne, également un petit peu de marché institutionnel. Alors, on fait un saut, on fait un saut, on traverse un océan. Évelyne Rancourt, bonjour. Bonjour, bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, j'espère que cette fois-là, ça va tenir le coup. Le système laitier québécois fait que la très, très grande majorité des près de 5000 producteurs, une fois que la traite est terminée, ne voient plus leur lait. Le lait, il est récupéré, il s'en va dans des camions, il est transformé, lait de consommation, yogourt, bon, etc. Il y a quelques entreprises familiales de transformation qui ont survécu au temps et on voit revenir depuis quelques années des laiteries fermières en quelques endroits du territoire. On avait vu des fromageries artisanales, maintenant on voit des laiteries artisanales, c'est votre cas. Alors, votre ferme s'appelle la ferme Boréalais. Vous l'exploitez avec votre conjoint en Abitibi, dans le village de Saint-Félix-de-Dalquier. Alors, on a bien vu le 600 km, on le verra sur la carte un petit peu plus tard, mais ça ressemble à quoi? Troupeau, race, production? Bien, en fait, on est assez loin, nous, on est loin des marchés principaux, disons, du Québec. On est situé au Québec. On est en Abitibi-Témiscamingue. C'est une toute petite région, juste pour situer les gens, d'à peu près 150 000 habitants là, de la région complète Abitibi-Témiscamingue. Nous, on est au nord de la région. On est pratiquement les producteurs laitiers les plus au nord du Québec, en fait. Nous, c'est une moyenne exploitation. C'est dans la moyenne au Québec. On a 60 vaches Jersey. C'est la race Jersey, nous, qu'on a choisi à la traite, là, en production. Donc, c'est l'élevage qu'on a. C'est grosso modo pour une famille au Québec, c'est l'élevage standard qu'on voit là, pour la moyenne des producteurs. Puis en 2018, avant ça, c'est un projet sur longue haleine. On a commencé en 2013, en fait, les démarches et les plans d'affaires et les démarches administratives, les demandes de permis. C'est très complexe ici, au Québec et au Canada, tout ça. Et puis, on a réussi finalement à ouvrir en février 2019 la laiterie qui est connexe, là. C'est 2 bâtiments séparés, mais c'est vraiment sur le même site, là. Il y a la ferme derrière, et puis nous, on transforme en avant là, la fromagerie. Qu'est-ce qui fait qu'on met de côté un système hyper organisé, sécurisant, oui, parce qu'il y a tout ce qui vient avec, là, la collecte du lait, etc., pour plonger dans une aventure pareille? Je ne sais pas. Non. En fait, c'est vraiment un désir d'avoir une entreprise. Moi, je voulais une entreprise depuis longtemps. Je suis née sur une entreprise laitière. Mes parents ont toujours eu une ferme laitière. Moi, la production laitière, l'agriculture, je l'ai tatouée sur le cœur et principalement la production laitière. J'adore cette production-là. Mais lorsque je suis déménagée, j'ai fait mes études en agronomie à l'Université Laval dans le but de reprendre la ferme de mes parents. Mais lorsque je suis arrivée, les choses font que ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai rencontré Benoît qui avait déjà une ferme ici. Et puis, mais c'était sa ferme à lui, à sa famille à lui et à lui. C'était pas ma ferme à moi. Donc, moi, je me retrouvais à travailler comme agronome, mais je m'accomplissais pas comme entrepreneur. Fait que c'est vraiment un désir d'avoir une entreprise. Puis, c'était tout naturel d'y aller vers la transformation laitière, puisque j'aime la production laitière. Je me définis comme une productrice laitière, mais c'est comme l'extension de...
Fait que c'était tout naturel d'y aller en transformation puis en vente directe aux clients. Fait que c'est vraiment ce désir-là, en fait. Malgré toutes les embûches, c'est sûr que quand on est producteur, il y a quand même beaucoup de choses à faire, mais au moins la partie mise en marché, vente directe, publicité, bien, au Canada, au Québec, c'est organisé. On n'a pas à faire ça. Le camion de lait vient chercher à tous les 2 jours et puis on est payé à toutes les 2 semaines. Puis après, c'est fini. Là. On a notre job de producteur à faire, notre travail de producteur. Là, nous, on a décidé de franchir la porte et de faire l'autre côté. Mais c'est vraiment un désir. C'est un désir d'avoir une entreprise et de s'accomplir jusqu'au bout. Et ça, ce sont des métiers différents, hein, le marketing, la vente directe, etc. Et dans l'histoire, comme plusieurs autres établissements du genre, vous dites avoir été étonné, surpris, renversé presque par la réponse. Oui, oui, on peut dire ça comme ça. Oui, en fait, nous, quand on parlait de ça, ce projet-là, puis que c'est devenu public finalement, au Canada, il faut se repositionner. On est en septembre 2018. On est en pleine négociation de l'ALENA, en fait, de la nouvelle accord avec les États-Unis puis le Mexique, qui a vraiment chamboulé un peu, ben moi je trouve en tout cas qu'il y a eu un effet direct sur la conscience des gens sur l'achat local, sur le fait que, ben écoute, il faut nourrir une population, puis la nourriture, c'est important que ça vienne de notre pays à nous. Donc, ça a sensibilisé les gens. Donc, nous, on n'aurait pas pu rêver d'un meilleur timing, un meilleur temps pour arriver sur le marché. C'était pas voulu, c'est arrivé comme ça. À l'automne 2018, les gens étaient très sensibles à l'achat local ici au Canada, au Québec. Puis nous, on est arrivé là, on a présenté notre projet là, puis il y a eu un engouement, mon Dieu, c'était démesuré pour nous. C'était la 2e semaine, on faisait déjà ce qu'on pensait faire à la 5e année. Là. On était à la 2e semaine, fait que ça a été très, très, très rapide, l'engouement des gens. Puis il faut dire que nous, on est dans une région, on l'a vu, on est loin des grands bassins de population, puis on est une région qui se tient beaucoup. Les régions au Québec, les gens sont très achats local dans leur propre région. Donc, on a bénéficié aussi de l'affection des gens pour le fait qu'on était local, qu'on était d'ici. Donc, c'est comme 2 éléments qui nous ont vraiment beaucoup aidés. C'est ça qui vous a porté beaucoup. Là. Le soutien des consommateurs, il est venu de cet attachement à la région. Oui, je dirais. Puis à notre famille aussi, au fait que là, ça touche les valeurs des gens, en fait, les valeurs profondes des gens, je crois. Peut-être qu'en région, sont encore peut-être plus présentes, je ne sais pas, là, mais le fait de la famille, le fait de connaître le producteur qui produit ce qu'ils vont manger, ça rapproche les gens de l'agriculture aussi, parce que ici, c'est de plus en plus éloigné, le lien avec l'agriculture. Moi, quand j'étais jeune, j'allais à l'école. Dans ma classe, il y avait des enfants qui avaient des entreprises agricoles. On était 2-3 familles qui vivaient de l'agriculture. Maintenant, mes enfants vont à l'école. Dans toute l'école au complet, ce sont les seuls. Donc, je crois que les gens, ça les réconforte aussi de savoir qu'il y a encore de l'agriculture qui se fait, qui habite le territoire. Donc, d'avoir un lien avec la famille qui produit ce qu'ils boivent ou ce qu'ils vont manger, ça les réconforte. Donc, ça touche les valeurs profondes aussi, je crois. Alors, c'est un rêve qui s'est concrétisé. C'est une mission en même temps, diriez-vous? Oui, en fait, parce que la mission qu'on a, c'est aussi faire de l'éducation sur l'agriculture. Parce qu'avec l'ère des réseaux sociaux, c'est merveilleux les réseaux sociaux, en fait, ça crée énormément d'opportunités, mais ça crée aussi beaucoup de désinformation. On le voit beaucoup par les temps qui courent, mais on aimerait ça être un vecteur de ce qui se passe vraiment en 2021 sur une ferme laitière, admettons, au Québec là, ou au Canada. Oui. C'est ça qui se passe. Un vecteur de modernité agricole. Exactement, c'est ça. Oui. Super. Ouais. J'espérais revoir apparaître Louise Candé. Je l'ai vue et elle est redisparue. Alors, vous allez me dire en attendant, en espérant, en croisant les doigts pour qu'on puisse la rattraper. Ça vous apporte quoi à vous, personnellement, ces liens directs avec votre clientèle? Parce que vous les voyez, là, les gens vont chercher leur lait, rapportent les bouteilles. Vous avez des nouvelles de leurs enfants, de leur famille, des beaux moments comme des moins beaux. Bien, moi, j'ai voulu revenir vivre en Abitibi, en région. J'ai fait mon baccalauréat à Québec. J'ai adoré. Je me suis fait des amis à grandeur du Québec. J'ai adoré ça. Mais je voulais revenir vivre en région parce que pour moi, la communauté, c'est très important. De savoir de où je viens puis connaître les gens autour de moi. Pour moi, c'est ce qui donne
encore là, c'est une question de valeur, mais c'est ce qui donne un sens un peu à ma vie, à mon existence. Donc, de pouvoir nourrir ces gens-là, puis de connaître les gens qu'on nourrit, puis d'avoir des nouvelles, puis de sentir qu'eux autres aussi sont très fiers. Ici, c'est aussi une question de fierté, de nous encourager. Ils sont contents de nous encourager. Fait qu'il se crée vraiment une belle relation. J'ai une belle relation avec ma clientèle, malgré qu'elle soit quand même disséminée, mais nous, on vend chez des détaillants, mettons des épiceries, des supermarchés, mais on fait aussi de la vente directe directement en boutique ou dans les marchés publics. Il y a des marchés publics durant la saison de l'été, la saison estivale, où on se déplace, nous, on va dans les marchés rencontrer les gens. Puis ça, c'est exceptionnel comme relation parce que les gens reviennent semaine après semaine. Puis tu as le commentaire direct aussi. Tu as le commentaire directement des gens qui vont dire qu'ils apprécient, qu'ils n'apprécient pas. Puis c'est là que tu as les interactions puis que tu peux te défaire des mythes ou que tu peux te donner de l'information aussi qui rejoint notre mission, en fait, de base, de promouvoir l'agriculture. Ouais. Donc, c'est un peu, oui, c'est très valorisant, en fait. On va vous situer géographiquement tout de suite sur la carte, si vous voulez, puis on va voir une image de l'exploitation. Alors, 600 km au nord de Montréal, Val-d'Or, une région minière, hein, beaucoup. Oui, beaucoup. Ouais. Minière, forestière. L'agriculture a quand même une place, mais c'est beaucoup moins présent que dans la région de Montréal. Et des installations physiques qui sont vraiment greffées à la ferme, là, sont tout près. Tout ça, c'est à côté, là. Maison, transformation, exploitation. Ouais. Oui, on voit la ferme un petit peu derrière l'automobile blanche, là, à côté de la fromagerie en bas, là, il y a la ferme. En avant, bien, il y a la fromagerie, puis la maison est tout juste à côté. Donc, moi, souvent, je viens travailler en pyjama. C'est très pratique. Alors, on vous garde, Evelyne, hein? Vous ne partez surtout pas, là. Il y a une période de discussion, puis vous allez pouvoir répondre à des questions après. Et je vais m'en aller tout de suite retrouver Fatma Amdouni, qui, elle, nous attend en Tunisie. Elle est ingénieure chargée de l'unité des projets à l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche. Fatma, bonjour. On va demander d'ouvrir son microphone, s'il vous plaît. Bonjour, Fatma. Bonjour tout le monde. Ravie d'être parmi vous. Oui, bien, ravie de vous avoir avec nous. Je le disais, c'est une première, la Tunisie, dans ces panels. On a eu droit à l'exemple d'Evelyne. On va rattraper Louise tantôt qui va nous parler un peu plus longuement de son exploitation. Donc, des exemples qui s'inspirent de ce qui se passait, peut-être d'une certaine façon, mais qui répondent à une demande très, très moderne. Hein. On a bien entendu Evelyne Rancourt nous dire qu'elle veut projeter une image moderne de l'agriculture. Est-ce que c'est un phénomène qu'on voit aussi chez vous, ce regain d'intérêt près des villes ou dans certaines communautés rurales pour les marchés fermiers, pour le rapprochement avec les agriculteurs? Bonjour tout le monde, ravie d'être parmi vous. Peut-être je ne vais pas parler de mon expérience ou bien d'une expérience peut-être je vais parler des expériences des adhérents de l'État, de l'UTAP. Qui sont déjà des adhérents avec nous et ont leur propre projet dans le secteur agricole. Peut-être je me permets de parler de quelques SMSA, des expériences réussites des SMSA dans le domaine de l'agriculture. Peut-être je vais parler de l'SMSA, il y en a bien très bien en nomination en arabe, mais c'est une SMSA qui est spécialisée pour la transformation des produits laitiers de lait de brebis. C'est une SMSA des femmes, 100% femmes, qui font l'élevage des brebis, la transformation du lait en fromage, et vendent du lait aussi de brebis. Aussi, ils font la transformation de glands de chêne en farine. Ils ont une marque Glarina et c'est une expérience très réussie. Ils font dans un milieu rural. On parle de Ain Draham, le nord du Tunis. Cette SMSA est maintenant très réussite. Ils ont des clientèles partout, hein, surtout avec les réseaux sociaux, comme elle a dit notre Evelyne, comme elle a dit tout à l'heure, le réseau social, c'est une énorme opportunité pour surtout ce type des SMSA, des petites entreprises agricoles, là, des groupements des femmes.
Avec les réseaux sociaux, ils peuvent vendre leurs produits, ils peuvent faire comme la commercialisation malgré qu'il y a des difficultés et tout, mais elles réussissent ces femmes-là à vendre leurs produits, le transforment et être existants sur le marché aussi dans leur région, dans les régions rurales. Malgré qu'il y a des supermarchés, il y a la pression des supermarchés sur le marché et tout, mais il se trouve avec un peu de marketing et tout. Et nous aussi, à l'UTAP, on donne des occasions pour ce type des groupements, des SMSA et des GDA, les petites entreprises là, par exemple, dans les foires, on peut bien organiser des journées de vente du marché des marchés directs et tout pour vendre leurs produits. Oui, alors la SMSA, c'est une société mutuelle de services agricoles, c'est ça. Et votre organisation vient donc aider ces femmes. Où est-ce que vous intervenez dans le processus? Là, je vais retourner un peu vers l'arrière. Alors, il faut que je présente l'organisation. Oui. L'Union tunisienne de l'agriculture de la pêche est une organisation syndicale nationale. Elle ouvre dans le secteur de l'agriculture et de la pêche. Elle est fondée depuis 1949. Elle a pour valeur la démocratie, la transparence, l'autonomie. C'est une organisation, elle a deux rôles principaux. C'est un rôle de représenter les agriculteurs, et aussi elle a un rôle dans le développement, et là aussi on offre un encadrement et formation sur des techniques pour nos membres, nos adhérents. Parmi nos objectifs, c'est améliorer la situation économique et sociale de nos adhérents, sensibiliser et former les agriculteurs et les pêcheurs aux méthodes culturelles, scientifiques et techniques afin d'augmenter la production de leurs produits, créer des différentes structures de services telles que les sociétés là. C'est notre rôle, c'est les aider à créer des sociétés de métiers, à se regrouper, aussi veiller auprès des parties concernées à fournir aux agriculteurs et pêcheurs des financements nécessaires. Aussi, on peut les aider pour avoir des financements. Aussi, notre rôle ou bien nos objectifs, c'est de diffuser les informations agricoles et de l'agriculture de la pêche par le biais des moyens disponibles. Par exemple, maintenant, on a notre radio web, on peut diffuser des informations agricoles tous les jours pour nos agriculteurs. Aussi, pour notre aide pour ce type des GDA, on offre la vulgarisation pour les différentes filières. Ce qui est intéressant, qu'on a une unité, comme l'unité des projets, on a une unité qui est une unité de structure professionnelle qui est chargée de grouper et veiller à ces groupes-là professionnels. Par exemple, on a des ingénieurs qui sont chargés de grouper dans les régions, dans des différentes régions, sur des formes des SMSA. Donc, une forme de soutien territorial et une forme de soutien à des productions spécialisées. Comment intervenez-vous, par exemple, auprès de ces femmes? Vous avez parlé de ces femmes en production ovine, de ce qu'elles font, de leur mise en marché. Quel est le type de soutien que vous leur offrez? Par exemple, l'UTAP peut fournir l'occasion de participer à des foires. On organise foire nationale tous les 2 années. L'UTAP, c'est un grand foire là. Ils ont l'opportunité d'avoir des stands pour vendre leurs produits. Pour vous dire que l'Internet est revenu, donc on peut me rebrancher. Oui, le micro était ouvert. Allez-y, oui. Allez-y, Fatma. Louise, on va vous attraper. On vous a bien entendu. Vous êtes là. Oui. Aussi, ils ont comme opportunité pour ces femmes-là, ils ont le droit parfois pour des formations, par exemple pour des formations techniques. Ça dépend avec les filières, ça dépend chaque filière, c'est quoi les formations adéquates et leurs besoins. Aussi, on essaye d'avoir des projets, on tirait vers le fond et avoir des projets pour les
pour les aider à être mieux présentés sur le marché. Par exemple, pour le marketing, ils ont des manques pour le marketing, comment faire l'emballage aussi de leurs produits. Là, ils ont quelques lacunes. Là, on intervient pour les aider. Alors, je reviens à ma première question. Quelle est leur place dans le marché? Vous avez dit, elles participent à des foires, elles communiquent directement grâce aux réseaux sociaux pour informer les gens de l'arrivée probablement de tel ou tel produit ou de leur présence sur tel ou tel marché. Vous voyez donc d'une part cette façon de vendre s'organiser, mais d'autre part, vous voyez une réponse de la part des consommateurs tunisiens en région rurale ou en ville, une réponse favorable à ce type de production, d'organisation? Justement, il y a des différents exemples là en Tunisie. Bon, je veux dire, je ne cache pas que le pourcentage de regroupement ou bien des SMSA ou des GDA en Tunisie ne dépasse pas les 4%. Ce n'est pas un grand nombre, on trouve des difficultés maintenant pour rassurer les gens, pour être regroupés et tout. Et on travaille toujours sur ce sujet-là et nous espérons bien qu'on va améliorer ce nombre-là. Mais il y a deux exemples. Il y a ceux qui sont dans leur zone rurale, qui ne se déplacent pas. Ils restent sur leur zone, ils vendent leurs produits tel qu'il est, sans faire marketing, ne sont pas très présentés sur le marché. Mais il y a d'autres exemples qui sont des exemples réussis, qui, par exemple, se déplacent vers les villes et avoir un endroit, par exemple, là, Coupe Tunisie, c'est un marché du producteur au consommateur direct. Ils vendent différents produits, produits transformés, et aussi des produits agricoles, mais des produits artisanaux aussi. Du producteur au consommateur. Là, il y a une sorte de confiance qui est il est en train d'établir entre le consommateur et le producteur et ils préfèrent d'acheter leurs produits directement de ces gens-là. Il y a une sorte de confiance entre eux. Aussi, le prix, si on parle de prix, le seul avantage, c'est le prix. Parce que les prix du producteur au consommateur, c'est moins réduit par rapport aux prix qui se trouvent sur les supermarchés et les autres magasins. Il y a des efforts, non seulement de la part du BUTAP, même il y a des bailleurs de fonds et dans des cadres des projets pour rassurer et pour encourager ces gens-là à se regrouper, s'organiser et pour être plus présentés dans leurs régions, les régions rurales et dans les villes aussi, les encourager de faire ce type des petits marchés au profit de ces gens-là. Même vous pouvez trouver des gens qui ne sont pas dans des cadres des SMSA et qui sont individuels, mais ils vendent leurs produits, À proximité. Oui. L'objectif de fond, c'est de maintenir une production locale et c'est d'améliorer la vie de ces femmes et de ces agriculteurs à petite échelle en général? Oui, spécialement pour aussi, il y a un autre problème, c'est pour éviter l'exode ou bien pour éviter l'immigration intérieure des zones rurales vers les villes aussi, pour les garder sur leur place. Il y a des sortes de tourisme, agriculture. Maintenant, on parle il y a de vente directe dans la ferme ou bien de restaurants de la ferme aussi. Et ils sont maintenant de plus en plus on commence à être quelque chose qui est, surtout avec les réseaux sociaux, les gens maintenant, ils veulent faire des tourismes agricoles pour se déplacer vers les fermes, faire la cueillette, et essayer de déguster des trucs faits maison, bien fait quelque chose du producteur au consommateur direct. Alors, il y a mais ce n'est pas de grandes... c'est pas le nombre, c'est pas très grand, mais on essaie aussi pour améliorer la vie ou bien améliorer le revenu des gens qui sont dans les régions rurales et quand même rester dans leur terre et dans leur ferme. Oui, on comprend bien qu'il y a un impact aussi sur les régions rurales. Louise Kandé, à Dakar, à Saint-Louis, pardon, au Sénégal.
On va rallumer la photo. Fatma, vous restez là, on va vous rattraper à la discussion de groupe un petit peu plus tard. Alors, Louise, où on ouvre la caméra, où vous nous parlez comme ça simplement au microphone, mais on va essayer de continuer cet entretien qu'on a débuté tout à l'heure. Oui, et c'est dommage que depuis un temps, nous n'avions plus de coupure d'électricité ni d'Internet, mais là, aujourd'hui, il a fallu que ce soit le panel pour que ça arrive. On est tombé sur la mauvaise journée. Parlez-nous un Voilà. petit peu du nombre de volailles et de votre type de mise en marché. Donc, vente directe, Voilà. mais dans d'assez gros marchés, à des consommateurs, mais sur une échelle plus large, je pense. Tout à fait. Parce que là, c'est des bandes environ de 200 à 300 sujets que nous préparons. Et tous les petits producteurs de la région, c'est à peu près le même scénario qui se passe. Donc, étant donné que ce sont des petites productions, nous sommes obligés de faire une vente directe, soit au niveau du voisin, soit au niveau des petits hôtels et restaurants. Et ben, ma foi, c'est ce qui marche le mieux parce qu'on ne peut pas honorer de grosses commandes. Et Oui. nous avons oui, je vois que chez Fatma, c'est à peu près la même situation qui se présente. Et Oui. c'est ce qui convient le mieux en fait aux petits producteurs. Alors, puis c'est le regroupement qui fait toute la différence. Donc, Fait. on vous a vu, on a vu la structure qui vous accompagne. Vous avez droit à de la formation, par exemple, activités qui permettent de mettre en marché, formation pour le maintien de la chaîne de froid, des trucs comme ça? Effectivement, au niveau du service régional de l'élevage, il y a un appui qui est fait et à la demande aussi. Les différents provendiers et autres organisent des séances de formation, aussi bien pour l'élevage en tant que tel que pour l'élevage, la production et la vente aussi. Ouais. Fatma a parlé d'une volonté de maintenir les gens en région rurale, hein, que ce serait un effet de ce type d'activité. À votre avis, est-ce que c'est un impact que vous connaissez au Sénégal aussi? Bien sûr, parce qu'on a bien connu nous aussi l'exode rural. Et pour retenir les jeunes et les familles, parce qu'en général, quand il y en a un qui part, c'est toute la famille qui suit. Et pour les retenir sur le terrain, bon, des petites exploitations comme telles peuvent aider. Le seul dommage, c'est que les grandes industries qui viennent gâcher la fête, comme on peut dire, avec de grosses productions, sont nos concurrents qui nous dérangent beaucoup. Oui, bien, on a lu beaucoup il y a quelques années sur le dumping de poulet sur les marchés d'Afrique de l'Ouest. Est-ce que c'est encore le cas? Moindre maintenant, parce qu'il y a quand même une interdiction d'importer des poulets. Mais c'est à l'interne même que nous avons, ceux qui nous vendent les poussins et l'aliment pour la production, c'est eux-mêmes qui se sont mis à créer de grosses fermes industrielles et à produire des poulets. Donc, ils ont les coûts de revient qui sont réduits, ils ont l'aliment qui est déjà disponible à moindre coût. Et lorsqu'on produit à grande échelle, effectivement, les coûts de production sont plus petits. Oui. Donc, la concurrence vient de l'intérieur pour une fait. activité comme la vôtre. Ouais, qu'est-ce que la COVID a provoqué? J'ai lu quelques trucs là-dessus. Vous avez rapidement mentionné, quand on a fait connaissance un peu plus tôt, le fait que tout a été figé littéralement et que vous vous êtes retrouvé avec beaucoup de poulets tout d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé et surtout comment les choses se sont-elles rétablies avec cette vente directe depuis? Bon, avec la COVID et la fermeture des restaurants, les couvre-feux qui ont eu lieu, la fermeture des hôtels et tout, donc nous, on a eu des problèmes pour écouler la marchandise. Les familles aussi qui achetaient avec la vente directe ont vu le revenu diminuer, ce qui fait qu'à un moment donné, on s'est retrouvé avec une surproduction. Et heureusement, ça n'a pas duré. Et puis, comme il y a la possibilité de congeler les poulets, donc le seul résultat, c'est que on a été obligé, pour certains, d'arrêter la production en attendant d'écouler le surplus de production et pour d'autres, de baisser vraiment les prix et de vendre à perte. OK. Et depuis, est-ce que vous avez pu rattraper le prix d'origine ou c'est difficile à rebâtir?
Le prix, si on a rattrapé le prix d'origine et même on est obligé d'augmenter le prix de vente parce qu'on s'est retrouvé avec une situation où le prix de l'aliment a augmenté. Donc, les intrants augmentant, nous sommes obligés d'augmenter le prix des produits finis. Mais la situation de la COVID a vraiment bouleversé le secteur de l'agriculture. Bon, ça reprend petit à petit, étant donné que tous les commerces ont repris. Mais la COVID nous a vraiment donné un mauvais coup. Oui. Avant d'aller entendre Patrick Mandler, qu'est-ce que les acheteurs recherchent dans ce type de vente directe, dans ce type de contact avec un éleveur, Louise? Déjà, la fraîcheur du produit, parce que ce sont des produits abattus, vendus le même jour pour certains, pour la plupart d'ailleurs. Ce n'est que le surplus de production qui est congelé et qui est vendu dans les jours qui suivent. Donc déjà, la qualité du produit, ça c'est ce que les acheteurs recherchent. Et la baisse du prix aussi, parce qu'acheter directement chez nous, il n'y a pas les coûts des revendeurs ni de la boutique qui se posent. Alors, est-ce que c'est pour autant systématiquement plus d'argent dans la poche de la productrice? C'est pareil, parce que nous vendons au même prix, oui, nous vendons au même prix celui qui achète un poulet que le restaurant qui va en acheter une trentaine, que le grossiste qui va en acheter une cinquantaine. Donc, le prix est le même. C'est un prix fixé qui est le même au départ. D'accord. Alors, Louise, je vous invite à rester là. Je croise les doigts pour que la connexion Internet tienne le coup. On vous présente une capsule réalisée cette fois en Haïti avec une complice de longue date du PA Développement International. Et on retrouve Patrick Mandler et ensuite une discussion en grand groupe. La vidéo, s'il vous plaît, Julie. Patrick, je pense que vous êtes là. On va peut-être commencer. J'attends. Ah, on y va. Moi, je suis Elvie Maxino. Moi-même, c'est coordonnatrice pour ces 10 villages de l'espoir. Tout bagaille qui pourrait rentrer en dedans Cassavla, nous essayons de développer nos planter avec paysans pour que yo acheter moins pour être capable de rentrer plus l'argent. Parce que ça, au besoin avec Cassavlia, c'est rentrer l'argent, c'est augmenter l'économie pour être capable de jouer pour les petits à l'école. Si on a un monde qui est malade, ils sont capables de payer, ils sont capables de jouer assez pour manger. Je pense que dans la prochaine année, avec un moulin capable de permettre d'aider graduellement la plus facile, avec une presse au lieu que vous preniez peser manioc la jaune et là mettre rose sur lion. Donc ça va faire toute une différence. Il y a travail plus vite, il y a travail plus tout. Et il y a plus de monde qui a gagné bénéfice parce qu'il y a fait plus cassage, plus machin à vendre. Donc mesdames, vous gagnez partition par eux. Monsieur a partition par eux et tout le monde va gagner. En plus, si nous prenons sur l'environnement, planter pieds bois pour couverture végétale là, pieds bois va nos fruits, pieds bois va nos ingrédients pour nous mettre dans cassave, pieds bois va nous tout l'autre ingrédient pour nous faire confiture, pour nous faire mamba, toute bagaille qui allait ensemble avec cassave là, chocolat. Donc nous essayons dans la pépinière là rentrer tout ça nous connaît qui pourrait en avantage paysan. Je recommence. Un avantage paysan pour Elvie. On parle de revalorisation d'aliments traditionnels, de fraîcheur, d'authenticité, de proximité, de qualité. Patrick Mandler est avec nous maintenant. Il est professeur titulaire en développement rural au département d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation à l'Université Laval. C'est, je pense pouvoir le dire comme ça, un spécialiste des circuits courts. Il est responsable de la publication d'un bulletin de veille
qui recense des études, des projets en cours un peu partout. En tout cas, on se demande ce qui va arriver avec le bulletin. On souhaite que ça demeure, mais ça a fourni une quantité impressionnante d'informations ces dernières années, en particulier dans la foulée de la pandémie. Donc, Patrick, la vente directe, ce n'est pas un nouveau phénomène, mais c'est une façon de faire qui prend de l'ampleur en certains endroits du monde. Est-ce que vous observez ça partout? Là? On vient d'entendre qu'en Tunisie, il y a un intérêt. Idem pour le Sénégal. Evelyne nous parle de l'Abitibi. C'est assez généralisé et ça prend toutes sortes de formes. Alors, c'est très probablement généralisé effectivement dans le monde entier et ça prend toutes sortes de formes. Je pense que les exemples dans les pays comme on a vu au Sénégal ou en Haïti tout à l'heure dans le film ou en Tunisie avec Madame Hamdouni, en fait, je pense que là, ça s'inscrit dans des pays aussi où certaines filières n'étaient pas structurées, où les circulants de toute façon n'existaient pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir si, quand les filières se structurent, quand elles se mettent à exister, si d'autres façons de faire se développent autour des circuits courts. Et là, je suis évidemment un petit peu plus à l'aise pour parler de ce qui se passe aux États-Unis, au Canada ou en Europe, où on a vu non pas apparaître les circuits courts. Les circuits courts, ils étaient la façon normale de vendre les produits quand les filières n'étaient pas structurées, mais où on voit une forme de renaissance avec des exploitations agricoles qui vont asseoir leur stratégie sur le fait de transformer et vendre directement aux consommateurs et non pas de s'inscrire dans comme un maillon d'une filière plus longue. Oui. Donc, le cas d'Evelyne Rancourt tout à l'heure et de la ferme boréalais. L'illustre bien. Alors, on le définit comment le circuit court? C'est une question de distance ou de nombre d'intermédiaires entre la personne qui produit et la personne qui mange? Alors, en fait, c'est une excellente question, les deux. Le circuit court ne se définit pas par la distance géographique. Le circuit court se définit par le fait qu'il y a 0 ou 1 intermédiaire. Donc, quand on parle de 0 intermédiaire, je vends directement au consommateur. Et là, je suis en vente directe. Et puis, sont reconnus aussi comme circuit court ce qu'on appelle la vente indirecte, c'est-à-dire un intermédiaire. Il peut y avoir un restaurant entre l'agriculteur et le consommateur et on se situe toujours dans les circuits courts. Voilà. Après, il y a, donc ça, c'est une définition qui est à peu près la même là, dans tous les pays où j'ai pu regarder les choses. Après, on peut se poser la question de la proximité géographique et un des résultats des circuits courts, c'est qu'effectivement, beaucoup sont sur des ventes dans leur communauté, en fait, ou en tout cas à proximité. Donc, il y a aussi cette dimension. Parfois, on parle de circuit de proximité pour parler des deux dimensions, la proximité relationnelle avec son client, avec le consommateur, et la proximité géographique, où on essaie d'approvisionner sa communauté. Mais vous comprendrez que les frontières du local sont évidemment extrêmement mouvantes, et il est tout à fait compréhensible. Je ne sais pas si c'est le cas, mais que quand on soit en Abitibi ou en Gaspésie, on a peut-être besoin aussi des consommateurs montréalais pour consommer une partie de ce qu'on produit. Oui, voilà, parce que la région elle-même ne suffit pas à absorber toute notre production. Est-ce qu'on connaît des conditions gagnantes? Est-ce qu'on est en mesure? Vous avez parlé on a entendu Fatma parler de la force des regroupements, donc de l'impact. Vous parlez de structure de regroupement. Est-ce que ça, c'est une clé de réussite, donc pour aider, pour faire en sorte que plusieurs personnes qui font la même chose dans un certain territoire, c'est le cas de Louise et de ses complices à proximité de Dakar et de Saint-Louis au Sénégal, peuvent se regrouper pour aller, pour avoir droit, pour accéder au marché. Donc ça, ce serait une des premières conditions. Alors, c'est intéressant parce qu'au fond, est-ce que l'ambition va être de reconstruire des circuits longs, c'est-à-dire de se regrouper dans les coopératives et pour faire un futur agropur du poulet ou Olimel du poulet au Sénégal, ou est-ce que l'idée, c'est d'être plus forts ensemble, mais tout en restant tout en conservant la dimension de gestion de proximité qui doit sans doute exister aujourd'hui dans le regroupement dont parlait Madame Kanté. Ce que moi je constate, c'est qu'effectivement, on s'aperçoit que de plus en plus, alors je vais prendre l'exemple du Québec parce que c'est peut-être le plus simple dans l'immédiat, mais si vous prenez au Québec la part des circuits courts dans la consommation globale alimentaire du
Québec, c'est quelque chose autour de 2,5%. Donc, on s'entend que ça reste quand même relativement marginal. Mais de plus en plus, on entend dire qu'il faudrait approvisionner les institutions, donc, ou même on entend dire que des grands distributeurs seraient intéressés par avoir des produits qui viennent directement du producteur. Voilà. Sauf qu'ils ont des contraintes logistiques qui font qu'ils vont vouloir que tous les poivrons se ressemblent et qu'il va falloir livrer tous les magasins du Québec. Et donc, souvent, c'est le cas. Et donc, il y a des verrouillages là, c'est-à-dire qu'évidemment, les petits producteurs, ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Résultat, on va se tourner vers le producteur, mais ça va être un énorme. Donc, l'objectif de soutenir des fermes diversifiées un peu partout, évidemment, ne va pas être atteint. Mais ce qu'on voit apparaître, c'est des regroupements, des plateformes, des innovations à la fois organisationnelles et techniques qui permettent éventuellement de regrouper l'offre pour offrir toujours en circuit court, avec un intermédiaire pour pouvoir alimenter directement les restaurants ou les institutions. Et donc, aux États-Unis, il y a pas mal d'études là-dessus qui sont parues ces dernières années autour de ce qu'on appelle les food hubs, les regroupements alimentaires, et qui proposent au fond des espaces de stockage, des plateformes logistiques pour des agriculteurs et des agricultrices en circuit court qui apportent leurs produits, qui peuvent même co-gérer la plateforme entre eux, mais avoir quelques services aussi de distribution, et ce qui permet de fournir de plus large. D'alléger la tâche aussi. On se dit que d'éliminer des intermédiaires, ça signifie automatiquement plus de revenus dans les poches des producteurs. Est-ce que c'est le cas? Non, c'est une grave erreur de penser ça. C'est-à-dire que, on peut, je sens déjà les gens qui vont sauter quand ils vont m'entendre, mais on croit toujours que l'intermédiaire, c'est un voleur. Mais l'intermédiaire n'est pas un voleur. Des fois, il vole un peu ou tout au moins, il a des marges qui ne sont pas toujours équilibrées, mais l'intermédiaire, il fait un travail. Et donc, quand on va vouloir produire, transformer et distribuer, eh bien, en fait, on va cumuler les trois métiers qui sont celui du producteur agricole, celui du transformateur et puis celui de l'épicier. Et donc, en additionnant ces trois métiers, eh bien, on va être en concurrence, alors que quand on est un producteur, on est juste en concurrence avec d'autres producteurs. Là, on est producteur, transformateur, distributeur, on va être concurrent sur nos trois métiers quelque part. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que comme on fait tous ces métiers-là au sein d'une entreprise qui reste de taille modeste, même si elle a un ou deux salariés, eh bien, on est un artisan dans ces trois métiers. Et de fait, on a un déficit de productivité très souvent, c'est-à-dire qu'on s'entend que de distribuer les fromages d'une ferme en logistique, ça n'a rien à voir avec les économies d'échelle que IGA est capable de faire à l'échelle du Québec. Donc, on reste un artisan dans ces trois métiers. Il ne faut pas idéaliser cette situation. Non, c'est pour ça que c'est malheureusement pour ça que souvent quand même les produits en circuit court, on pourrait espérer qu'ils soient moins chers que les produits qu'on va trouver. Alors, souvent, ce n'est pas le cas. Mais cela dit, j'ajoute tout de suite quelque chose d'autre, c'est qu'il est aussi très difficile de comparer les qualités. Parce que ce qu'on va trouver en général en circuit court présente souvent d'autres qualités que ce qu'on peut trouver dans les circuits longs en termes de fraîcheur. Il y a une grande proportion de producteurs agricoles qui sont aussi en production biologique. Même en termes de goût, là, Evelyne Rancourt disait qu'elle a choisi la Jerseillaise. C'est une race qui a un taux de gras particulier, enfin, qui permet de faire des produits ayant des qualités spécifiques. Alors, on comprend qu'il faut communiquer sur le produit. Il faut être prêt à parler justement des mérites du lait de cette vache comparativement à la Holstein. Là, on reste dans le territoire de l'Amérique du Nord. À votre avis, Patrick Mandler, avant d'aller en discussion publique avec tout le monde, est-ce que les organisations paysannes, est-ce que les États investissent suffisamment dans ce type de production, soutiennent suffisamment ce type de production pour ce que ça représente d'occupation du territoire, de rétention de ruraux quand on ne veut pas trop grossir les villes-centres, ou au contraire se concentre trop sur les grandes filières de production? Louise nous parlait du Sénégal, de la grande filière avicole qui s'est mise en place avec une grande production. Donc, la concurrence vient même de l'intérieur après être venue des marchés étrangers. Est-ce qu'on y croit
suffisamment chez les décideurs publics pour poser des gestes qui feraient une différence? C'est une immense question parce que derrière ça, il y a la question de la coexistence des modèles au fond, hein. Et donc, on sait bien tous qu'il y a coexistence des modèles. Et puis, on sait bien aussi que tous, on consomme des produits parfois qui viennent d'ailleurs ou qui viennent des grandes filières. Et les personnes qui voudraient réellement se nourrir que auprès de l'agriculture de communauté, de proximité, ils vont devoir restreindre très sérieusement leur diète et la diversité des produits qui vont leur être offerts. Donc, le fait est qu'il y a effectivement une coexistence. Maintenant, on en tire souvent l'idée que tout est complémentaire, puis c'est très bien comme ça. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça parce que effectivement, il y a des politiques agricoles qui vont soutenir plus ou moins tel ou tel modèle, qui vont soutenir plus ou moins la recherche d'innovation, qui vont plus ou moins appuyer les choses. Et là, je dirais que les grandes filières restent aujourd'hui quand même privilégiées en général dans les soutiens publics, parce que je pense que les États en s'ouvrent plus confiance. On a eu des bons exemples avec la production sous serre au Québec. De façon intéressante, le ministère a dit on va soutenir la production sous serre et apporter aussi une aide pour l'électricité, mais il a fait 3 programmes. Il a fait un programme pour les petites fermes, il a fait un programme pour les moyennes fermes, je résume, puis pour les très grandes. Résultat, il y a quand même des producteurs qui se positionnent pour servir le Québec en entier, puis qui vont mettre 10-12 hectares de serre hyper spécialisés, qui bénéficient quand même du soutien public. Puis moi, je suis un peu interrogatif, je l'ai toujours dit là-dessus, parce que au fond, pour faire cela, on va avoir besoin d'importer les machines, d'importer la technologie, puis d'importer la main-d'œuvre. Et je ne suis pas certain que ça ait l'effet structurant sur les territoires qu'on peut attendre. On peut espérer. Alors qu'une ferme qui ajoute un tunnel, qui livre des légumes dans sa proximité et puis qui peut prolonger un peu sa saison, ça a un effet beaucoup plus structurant. Ah, c'est très intéressant. Alors, je vois que des questions commencent à apparaître dans la zone de questions-réponses. J'invite les gens qui sont avec nous à noter vos questions. C'est Marie-Julie Ménard qui va tout à l'heure les poser aux panélistes. Pendant que Fatma, Evelyne, Louise rallument micro et caméra pour une courte période de discussion en commun, je vous signale également qu'apparaîtra le lien pour le rapport annuel du PA Développement International. On vous invite à aller le consulter. Il est tout frais publié. Alors, vous pourrez avoir une idée des réalisations du PA Développement International au cours de la dernière année, cette année si bouleversée et si bouleversante. Louise, on vous garde probablement caméra fermée. On va jouer de prudence. Vous avez entendu Patrick Mandler. Cette idée des 3 métiers, vous la vivez donc, production, distribution, marketing, vous faire connaître, rappeler votre existence. Vous êtes là-dedans, vous aussi? Oui, nous sommes là-dedans en plein et heureusement qu'avec le groupe qui est formé, les différentes associations, cela nous aide beaucoup. Il y a l'entraide entre les producteurs et bon, comme je disais tout à l'heure, le plus grand problème qui se pose, ce n'est pas au niveau de l'information ou bien de la publicité qui est faite, mais c'est la mauvaise concurrence qui nous est posée. Parce qu'il y a bien des débouchés, hein. Il y a les grandes firmes qui se sont installées, des grandes chaînes de distribution, mais ces chaînes de distribution ont tendance à imposer leur prix. Donc, partis individuellement, nous avons beaucoup de difficultés à pouvoir asseoir le prix de vente qui peut nous convenir. Donc, nous sommes obligés de nous regrouper pour pouvoir faire face à ces grands producteurs, à ces grands distributeurs. Ce sont plutôt les distributeurs-là. Bien, je voudrais simplement mentionner une statistique que j'ai retrouvée, un chiffre que j'ai retrouvé, et entendre Fatma là-dessus, qui a rapidement parlé des supermarchés et de la concurrence tout à l'heure. Ici, la part des supermarchés semble stagner, ou en tout cas, c'est relativement stable depuis quelque temps, mais la situation n'est pas la même du tout en Afrique de l'Ouest et probablement pas chez vous non plus. Auchan, au Sénégal, c'était 24 magasins en 2018. On dit des projets pour 30 autres. Il y a même eu un slogan, un mouvement intitulé Auchan dégage, mais les supermarchés sont là pour rester. Et ça, Fatma, ça vient compliquer les choses. Comment est-ce qu'on fait pour garder sa place en parallèle ou faut-il à tout prix pénétrer ce secteur?
de distribution? Bon, en Tunisie, honnêtement, je n'ai pas le chiffre exact pour vous dire, mais les supermarchés ne cessent pas d'augmenter hein, du jour à un autre. Même là, tu peux voir des régions ou des zones de semi-rurales où ça commence l'existence des supermarchés et les grandes surfaces. Euh, pour moi, c'est le malheur. Hein. Dans des zones supposées semi-rurales, normalement, il y a des ventes directes, il y a l'agriculteur, il y a à proximité, c'est pas trop loin de trouver des fermes et des champs où les gens peuvent vendre leurs produits directement, mais par contre, tu trouves de plus en plus, il y a l'urbanisation, on peut dire, ça bloque un peu même, je pense, les agriculteurs ou bien les transformateurs des produits agricoles. Ils vont être reculés un peu en arrière et on ne peut pas avancer ou bien concurrencer les gros là, supermarchés. Oui. Alors, concurrencer les gros, Louise, c'est la même chose chez vous aussi. Et vous disiez, ce sont eux qui fixent le prix, là, Tout à fait, parce que nous, les supermarchés, ce sont plutôt des clients pour nous. Donc, mais à la différence que c'est eux qui nous fixent les prix, qui ne nous arrangent pas souvent. Donc, c'est un marché potentiel qui est ouvert pour les producteurs, mais qui est en train d'être gagné par les grands producteurs de poulet. Donc, c'est ça qui nous fait la différence. Parce que nous, quand on voyait ces grandes chaînes arriver, on pensait que c'était un ouf de soulagement, mais tel n'est pas le cas en réalité. Oui, ça n'a rien soulagé. Pas trop. On ne le sent pas encore. Pour le moment, nous ne le sentons pas trop. OK. Evelyne, concurrent ou autre façon de distribuer le produit, le supermarché? On va dire une relation amoureuse. Non, ça va quand même bien avec les détaillants, ça va quand même bien. Mais c'est parce que les gens nous aiment à la base, je crois. Les consommateurs, ici, comment que ça fonctionne, c'est que les gens n'ont pas besoin de nous, en fait. Ils n'ont pas besoin de venir à la fromagerie chercher le lait. Ils vont aller à l'épicerie, ils vont prendre ce qu'ils ont besoin. Et c'est tout, là. Donc, la demande est venue des consommateurs. C'est de la nouveauté. C'est l'appât de la nouveauté, en fait, qui a fait que les détaillants ont été intéressés par nous, nous ont fait rentrer. Mais c'est une relation qui est relativement fragile ici parce que pour eux, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple de se tourner vers le fournisseur, le grossiste, que de faire affaire avec nous. Donc, on a une relation qu'on essaie qu'on garde, qu'on privilégie avec nos détaillants parce qu'on en a besoin. Sinon, à la ferme, à la fromagerie directement ici ou dans les marchés publics, c'est quand même un pas pire volume, mais ça reste marginal. Donc, on a besoin de nos détaillants. Donc, c'est une belle relation qu'on a, mais c'est une relation qui est relativement fragile quand on est un petit comme nous, un petit producteur. Fait que c'est vraiment avec l'affection des consommateurs qui demandent nos produits. Là, ça force un peu la main aux détaillants de nous rentrer. C'est pas tous les détaillants non plus, c'est pas tous les grandes chaînes là, au Québec qui veulent de nous du tout, ils veulent pas se battre de nous. On a eu une mauvaise expérience avec un, justement. Mais c'est vraiment une relation qui est très, très fragile. C'est un plus pour nous. Il faut qu'on soit là. On n'a pas le choix d'être là, d'être chez nos détaillants, de faire partie de ce réseau de distribution-là. Mais c'est vraiment une relation particulière. Puis ça passe vraiment beaucoup par le consommateur. Ici, au Québec, c'est le consommateur qui nous fait rentrer chez les chaînes. En fait, on passe par eux. Alors, cette question-là, Louise, Fatma, Patrick aussi, cette question-là de la communication, cette question-là du contact le plus direct possible, des réseaux sociaux. Fatma, revenez là-dessus un peu, s'il vous plaît. Vous en avez parlé tout à l'heure. En disant le fait de s'annoncer sur les réseaux sociaux crée l'intérêt et après, il faut aller vers les gens et parler de ce qu'on fait. C'est le cas chez vous aussi, ce que décrit Evelyne, là, cette association avec des mangeurs. C'est important. On a perdu Fatma. Louise, allez-y. Oui, donc pour nous, c'est le cas aussi parce que nous utilisons beaucoup les réseaux sociaux. Et l'autre, à part les réseaux sociaux, donc il faut aller vers les clients, hein, surtout ce sont les grossistes,
le circuit formel, par exemple, là, il faut se déplacer, aller vers et se faire connaître. Ou bien se faire rappeler, parce qu'ils vous connaissent, hein, mais se faire rappeler quand même. Ah oui, c'est ça. Alors, dans ce qu'Evelyne décrivait, Patrick Mandler, dans cette idée de fidélité ou de nouveauté plutôt, hein, on est habitué à avoir des nouveaux produits, à avoir toujours quelque chose de neuf, etc. Il faut réussir à durer là-dedans. Et ça, c'est probablement pas très simple, d'où l'importance de communiquer tout le temps et de rappeler qui on est tout le temps. Ça dépend du produit en même temps, hein. Ben oui. Les gens boivent du lait depuis, depuis pas mal de générations. Le produit, il a pas tant changé que ça. Je suis pas sûr que le fromage en grains change si neuf toutes les semaines. Peut-être la façon de le cuisiner, mais voilà. Non, la fidélité se gagne par la qualité et le goût du produit. Mais par contre, c'est très intéressant ce que racontait Evelyne par rapport aux relations avec les supermarchés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les enseignes, elles ont une toute petite marge d'achat local possible, puis le reste, elles doivent se tourner vers le système de l'enseigne. Et donc, la marge va varier pour différentes raisons, mais en gros, elle se situera entre 10-15%, parfois un poil de plus, mais pas beaucoup plus. Donc, Evelyne, elle a affaire sur cette partie-là avec les responsables de magasins. Les responsables de magasins, c'est des gens comme vous et moi. Il y a des gens qui sont très motivés par l'achat local, qui vont être des partenaires formidables, puis d'autres qui ne vont pas l'être du tout, et qui vont juste avoir le prix et le profit, puis qui vont négocier comme les... Voilà. Donc, ça va être extrêmement variable d'une ancienne à l'autre. Et puis, l'autre chose, je ne sais pas si Evelyne peut en parler, mais c'est que les produits, quand ils rentrent dans une enseigne de supermarché, ils ont des codes barres, il y a tout un tas de trucs qui vont les caractériser, ce qui fait que le gérant de magasin, il passe dans les rayons avec une machine, puis la machine lui dit exactement quand est-ce qu'il doit, qu'est-ce qui manque dans le rayon, qu'est-ce qu'il doit commander, etc. Si vous livrez directement à une enseigne comme ça, c'est vous qui devez faire pratiquement le travail de contrôle que le produit est bien dans les rayons, parce que lui, il ne le voit même pas souvent. Je vais laisser Evelyne, elle pourra sans doute confirmer ces aspects-là. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça qui est aussi très accaparant pour nous parce que c'est pas quelque chose auquel on pensait, mais effectivement, il y a toute la logique du code barre de l'approvisionnement, puis nous, on reste une petite laiterie. Donc, le problème qu'on a présentement, en fait, c'est que aussi, il faut que ça soit facile, il faut que ça soit facile pour eux. Tu sais, ils sont engagés, c'est parfait, mais il faut que ça soit relativement facile parce que c'est beaucoup plus facile de se tourner vers le grossiste. Donc, nous, on ne reprend pas les retours. C'est-à-dire que c'est un produit qui est très frais, qui périme rapidement dans le temps, mais nous, on a fait un choix d'entreprise de ne pas reprendre les retours parce que là, ça venait ben trop compliqué de reprendre les retours parce que les grossistes, les détaillants, eux autres, ils vont remplir le tablette, puis s'ils ne le vendent pas, ben, ils te le retournent, mais arrange-toi avec, c'est périmé, je ne peux pas faire rien avec ça. Donc, nous, c'est un choix qu'on a fait. Mais alors, les détaillants, eux autres, ce qu'ils nous disent, ben, je vais en commander moins. Mais il en manque toujours. Nous, le consommateur nous dit, on ne le voit jamais, on ne le trouve jamais. C'est quand vous le livrez, on ne l'a jamais. On voit des tablettes, il n'y en a pas. Mais là, nous, on se retourne vers le détaillant, on dit, ouais, mais commande ça pour la peine un peu. Mais lui, il ne veut pas avoir de perte, il ne veut pas gérer de perte. Comme M. Mondler disait aussi, si le produit n'est plus dans la tablette, ben là, il n'est plus là. C'est comme s'il l'avait complètement oublié. Oui, comme s'il n'avait pas existé. Oui, donc c'est toujours un travail d'aller, de se déplacer, de parler, de faire de la promotion, de passer par les consommateurs. Les consommateurs nous aident vraiment beaucoup là-dedans aussi. C'est de passer par les consommateurs, de dire demandez-les aux détaillants parce qu'on livre telle journée. Mais encore là, c'est difficile parce qu'on ne veut pas aller frustrer non plus notre détaillant avec lequel on a une relation. Fait que c'est vraiment, comme je dis, une relation amoureuse, c'est vraiment ça. C'est une relation qui est fragile. Et on développe ces aptitudes-là. Puis, mon Dieu, j'ai hâte d'être maîtresse dans l'art de ça. Mais il faut tout apprendre. Oui, il faut tout apprendre. Hein? C'est le cas des femmes avec qui Fatma travaille. C'est le cas de Louise et des autres. Pour toutes les trois, Evelyne, Louise, Fatma, avant d'aller aux questions, parce qu'il y a des questions très rapidement, qu'est-ce que vous attendez des organisations paysannes dans la défense de vos intérêts? Tiens, Louise Candé, avec l'Association des agriculteurs à Saint-Louis ou avec le grand regroupement d'agriculteurs du Sénégal. Qu'est-ce que vous espérez d'une organisation? Déjà qu'on nous aide à défendre la stabilité des prix, aussi bien des intrants que le prix du produit fini, qu'on nous aide aussi à améliorer nos infrastructures
parce que le problème que nous avons avec les infrastructures pour les petites fermes ne nous permet pas de produire de grosses quantités, ni de grosses quantités et puis un bon produit vraiment de qualité. Oui, voilà. Oui. Donc, Fatma, oui, complétez, Louise, je m'excuse. Et donc, c'était ça, c'est l'accès au financement pour pouvoir développer nos fermes. Oui. Fatma, je vous pose la question, mais vous êtes représentante d'une association, donc, mais si vous vous mettez dans la peau de ces femmes que vous représentez, de ces petites exploitations familiales, qu'est-ce qu'on espère de vous? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Justement, moi, je peux vous dire que qu'est-ce qu'ils demandent nos adhérents de nous? Justement, c'est la même chose presque comme a dit lui, c'est la stabilité des prix, aussi les prix des intrants, parce que les prix des intrants, ça commence de jour à l'autre à augmenter, vu qu'il y a beaucoup d'importations, ou bien vu les situations, l'instabilité, le Covid et tout. Elle a touché pas mal de secteurs. Les demandent toujours aussi des financements, des appuis. Ils demandent d'appui financiers de notre part. C'est pour cela, nous, en tant que TAP, on cherche toujours des fonds ou bien des projets pour aider concrètement ces petites sociétés, surtout les petits artisans, les petits paysans, pour faire des projets ou bien pour être de plus en plus existants sur le marché local. D'accord. Evelyne, vous êtes peu nombreux dans les 4800 producteurs de lait à fonctionner comme vous le faites. Vous espérez quoi d'une fédération, d'une grande organisation? Bien, je vous dirais que nous, on a un peu le pied dans les deux parce qu'on reste producteur. On ne transforme pas toute notre production. Le marché ne l'absorbe pas pour le moment. On transforme à peu près la moitié de notre production, l'été un petit peu plus. C'est sûr, si on se déplaçait vers les grands centres, probablement que oui, mais là, c'est rendu un choix puis une logistique de transport. Mais comment que la production laitière marche au Québec ou au Canada? Moi, personnellement, là, je suis dans les deux côtés. Ça me va très bien. En tant que productrice, ça me va très bien. Moi, la gestion de l'offre, comment on gère l'offre et la demande au Québec selon ce système-là, moi, comme productrice, ça me va très bien. Et comme transformatrice aussi. Okay. Donc, on paye le lait plus cher nécessairement. Là, même quand on est producteur-transformateur, on le rajette quand même à la fédération, la portion que moi, je vais transformer. Mais ça me va aussi, parce que tantôt, M. Mondler parlait, en tout cas, bref, je ne veux pas non plus l'estimer, mais là, j'ai les deux. Je suis productrice, je suis transformatrice. Ce qui est dur au Québec, au Canada, c'est un peu bizarre de dire ça, c'est paradoxal. J'aime la gestion de l'offre, mais quand tu veux être producteur de lait, je parle de la production laitière, ça demande beaucoup d'actifs, beaucoup d'investissements, en fait, pour aller générer $1 de revenus. J'ai l'autre côté, je suis maintenant transformatrice, petite, très petite, mais transformatrice. Ça demande quand même beaucoup moins d'actifs pour générer le même $de revenus. Donc, moi, je trouve que, je ne traite pas personne de voleur, mais il y a quand même, c'est plus intéressant, en fait, d'être transformateur et de se rendre aux clients que d'être simplement producteur. Mm-hmm. Je le constate financièrement. Donc, pour les institutions, je revenais aux institutions. Pour le moment, moi, ça me va ce qui est fait par nos institutions, nos organisations pour la production. Pour la transformation, je suis membre là, du Conseil des industriels laitiers puis tout ça, mais on est tellement tout petit que, bon, je vous dirais, c'est une autre chose que peut-être je vais acquérir avec le temps. Mais pour le moment, je ne vois pas, là, en fait. Là. Okay. En fait, on se situe très bien. Ouais. OK. Marie-Julie Ménard, qui va rallumer sa caméra, s'il vous plaît, et qui a noté les questions. Marie-Julie. Tout à fait. D'abord, M. Mondler, on avait besoin d'une précision. Vous avez parlé d'une estimation de 2,5 % de la part de la consommation du Québec. Est-ce qu'on parle vraiment des circuits courts ou seulement de la vente directe? Oui, alors en fait, j'ai parlé de 2,5 %. C'est une estimation que je fais et elle est très approximative parce qu'on n'a aucune statistique qui permet de répondre à ça exactement. On dispose de statistiques enfin, si je ne veux pas rentrer dans les détails, ça prendrait du temps, mais on a quelques statistiques avec maintenant le recensement agricole qui nous dit combien de personnes font de la vente directe, mais pas des circuits courts au Québec.
Donc, et qui estime des ventes médianes. Quand je rapporte ça à l'ensemble de ce qui est produit, j'obtiens un chiffre qui tourne entre 2 et 3 %. Et puis, on a des chiffres sur la consommation alimentaire qui éliminent tout ce qui est restauration, qui éliminent toutes les épiceries, etc. Puis, il y a un reste, et c'est dans ce reste-là qu'on va trouver les circuits courts. Mais la difficulté supplémentaire, c'est que je pense que le chiffre de 2,5 va plus concerner la vente directe. La difficulté supplémentaire, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, des fermes, qui ont en fait 2 unités juridiques. Une unité pour la ferme et une unité pour la fromagerie. Je ne sais pas si c'est le cas d'Evelyne, mais de fait, du point de vue des statistiques, ça fausse aussi l'impression qu'on peut avoir quand c'est le cas, puisqu'on a 2 unités, un transformateur et un producteur, voilà. Alors que c'est la même personne. Mais voilà, donc 2,5 %, c'est une estimation. Encore une fois, pensez à une fourchette entre 2 et 3 %. Merci. Merci. On a une deuxième question. La pandémie semble avoir fait prendre conscience à la population de l'importance de l'achat local et des circuits courts, mais avec un retour vers une vie d'avant-pandémie, est-ce que cette conscience est suffisamment ancrée pour perdurer dans le temps chez les consommateurs? Puis évidemment, comment conserver les gains qui ont été faits? Alors, effet de COVID, Louise, vous l'avez abordé tout à l'heure, reprise de marché, tout est à reconstruire, tout demeure difficile. Parlez-nous un petit peu de l'après. Bon, pour l'après-Covid, on n'a pas trop de problèmes, hein, sauf pour, par exemple, ceux qui ont eu à arrêter leur production. Donc, pour se relancer, c'est un peu plus compliqué. C'est du côté surtout financier que le problème se pose. Mais par rapport à la distribution, il n'y a pas trop de problème. D'accord. Fatma, la COVID, qu'est-ce que ça a provoqué? Je lisais récemment que les prix des produits alimentaires ont augmenté en Tunisie. Comment ça se passe et comment ça s'est passé pour cette première organisation dont vous nous avez parlé autour de la transformation des produits ovins? Bon, j'ai dit que les prix des intrants, ils sont augmentés. Oui, les prix des intrants. Mais je vais parler en général des entreprises, des SMSA et des GDA, selon leur filière, mais ils ont pratiquement, on peut dire que 90% ont été touchés par le Covid, soit ils ne peuvent pas vendre leurs produits parce que ce n'est pas tous les SMSA ont fait la digitalisation et ils vendent leurs produits en ligne ou bien ils font la publicité sur Facebook et vendent sur Facebook. Ce n'est pas tous les SMSA. Quelques SMSA et GDA, ils ont réussi à faire le marketing sur des sites Internet, ils vendent sur web. Mais 90% des SMSA ont des pertes, bien sûr, soit de leurs produits, comme par exemple le secteur agricole, c'est pareil avec lui. Il y a pas mal d'éleveurs, des poulets et tout, qui ont de surproduction pendant la période de pandémie. On ne peut pas le stocker, on ne peut pas le stocker tout le produit qu'ils ont. Mais sinon, d'autres, ils sont maintenant peu à peu de récupérer ou trouver des solutions pour éviter les pertes qui ont été survenues lors de la période Covid. Alors, la situation est tout à fait différente, Evelyne Rancourt. Ça a été chez vous comme sur plusieurs autres fermes du Québec, chez des maraîchers, ça a été la folie, là. Il y a eu une espèce de mouvement de gens qui ont eu peur de manquer de nourriture, peut-être, ou en tout cas qui ont tenu à se rapprocher de cette production locale. Oui, vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. On l'a senti beaucoup en avril-mai 2020. Là. En avril-mai 2020, on produisait pas assez là, pour suffire la demande pour la boutique. Beaucoup, les gens se déplaçaient. Bien, aussi, il faut comprendre qu'ici, il y avait à peu près plus rien que ça à faire, les gens. Ils pouvaient plus faire d'autre chose que venir à la boutique ou aller à l'épicerie. Tout était fermé. Ouais. Donc, on a eu un achalandage record, en fait. Et puis, c'est vrai que là, on n'est pas post-COVID, mais ça s'est beaucoup atténué avec le temps.
C'est vrai aussi que la demande a diminué aussi. Il y a eu beaucoup de chamboulements financiers ici. Tout est devenu beaucoup plus cher aussi. Je ne sais pas partout ailleurs, mais ici, tout est devenu beaucoup plus cher pour le consommateur régulier, que ce soit, peu importe ce que les gens voulaient consommer, c'est devenu les matériaux de construction, peu importe. Donc, peut-être qu'il y a un effet aussi sur le revenu disponible des gens, je vous dirais. Parce que c'est vrai que nos produits demeurent un petit peu plus élevés que lait de commerce, du commerce, là. Donc, là, on voit un certain ralentissement. C'est normal aussi, on est l'automne, mais ce n'est pas une année comme une année 2020. Une année 2020 a été un peu comme un pic, là. C'est comme un pic. Vraiment, ça a chamboulé un peu les habitudes des gens, mais est-ce que ça va être assez fort? Je pense que oui, quand même. Ça l'a vraiment conscientisé les gens à l'achat local, mais je pense que c'est normal qu'il y ait un retour du balancier un peu présentement. En tout cas, j'essaie de me réconforter avec ça, mais je pense que c'est un petit peu normal aussi, là, parce que le revenu disponible des gens a été affecté quand même grandement. Oui, oui, il a été affecté. Alors, Marie-Julie, s'il vous plaît, une question pour Fatma, directement, je pense. Oui, tout à fait. En fait, pour Fatma. Qui répond en même temps, mais qui va répondre pour tout le monde. Oui. En fait, selon les spécificités géographiques, mais pour la Tunisie spécifiquement, croyez-vous que les marchés de proximité vont être en croissance au cours des prochaines années, au cours des 10 prochaines années, ou vous pensez que c'est un marché qui risque de plus stagner? Bon, je m'excuse, je suis en train de répondre à une autre question, non? Il y a une question qui dit, est-ce qu'il y a des projets qui visent directement les circuits de proximité en Tunisie ou alors ils visent le soutien financier dans le secteur agricole en général? Est-ce que je peux répondre à cette question? Je vous invite tout à fait à répondre à celle-ci, puis ensuite on ouvrira l'autre. On ouvrira l'autre à tout le monde, oui. D'accord. Oui, il y a des projets, bien sûr des projets financés par l'Union européenne et pas mal de bailleurs de fonds qui visent directement les circuits de proximité. Je peux citer quelques exemples. Il y a l'exemple de projet PAMPAT. Vous pouvez l'écrire. Je vais l'écrire après, projet PAMPAT, projet PAD, qui travaille directement sur les circuits courts. Il essaie d'aider, de faire des nouveaux groupes, nouvelles groupements, des SMSA ou bien des GDA, ou bien de renforcer les capacités de ce qui existe en Tunisie dans des secteurs bien précis. Par exemple, je peux citer le FIC de Djebel, qui travaille dans le cadre du projet de PAMPAT. Maintenant, ils ont le label, ils ont le produit de FIG de Djebba et il est bien présenté sur le marché. Alors, il y a pas mal de projets qui visent directement les circuits de proximité. D'accord. Alors, je vais récupérer cette question, Marie-Julie, et ce sera la dernière, je pense, parce que le temps file. Donc, une perspective sur 10 ans, mais dans la foulée, en gardant en tête là, ce qu'on traverse, en gardant en tête la COVID. Donc, on a vu que les effets n'ont pas été les mêmes partout. Des creux et une reprise Sénégal, Tunisie, une hausse et pas un creux, mais un retour à la normale dans le cas d'Evelyne. Où est-ce que vous voyez tout ça dans la prochaine décennie? Est-ce qu'on ne risque pas dans certains coins de voir arriver des intérêts étrangers qui vont profiter d'une situation pour occuper davantage d'espace sur les marchés alimentaires? Ou au contraire, est-ce qu'on sent vraiment l'intérêt des gouvernements de soutenir davantage la production familiale, la ferme familiale, le développement territorial, etc.? Comment est-ce que vous voyez, que vous entrevoyez l'avenir? Louise Candé? Oui, donc pour le Sénégal, quand même, après post-Covid, il y a le gouvernement qui s'est quand même investi avec des lignes de crédit, mais ce sont toujours des crédits à prendre pour pouvoir un peu appuyer les petits et moyens producteurs. Donc, ce sont des lignes qui sont disponibles avec quelques conditions quand même pour l'octroi. Mais on voit qu'il y a un geste, un accompagnement qui est déjà mis en place parce que les producteurs locaux sont vraiment menacés par les industriels, comme je le disais tout à l'heure, puisqu'on n'autorise plus l'importation de produits de volaille, mais c'est à l'interne que ça se passe. Donc, pour appuyer les petits producteurs, il y a des différentes lignes de crédit qui ont été mises à disponibilité. D'accord. Fatma?
pas à mon avis, mais actuellement, l'État a l'intérêt, ou bien le gouvernement a l'intérêt, bien sûr, de renforcer ou bien d'appuyer ce genre euh, de- d'appuyer les marchés circuits courts. Je vais citer il y a je m'excuse, le dernier loi de l'économie sociale et solidaire qui vient d'être lancé en Tunisie. Alors, le gouvernement a un intérêt de travailler sur ce sujet. Il est en train d'avancer. Merci. Evelyne. Je crois qu'en fait, les gouvernements, c'est dur à dire pour les 10 prochaines années, mais la COVID a quand même fait prendre conscience aux gens, puis au gouvernement aussi, de l'autonomie, pas juste alimentaire, mais de l'autonomie des pays mettons, sur les vaccins, sur les besoins d'une population. Je pense que pour ça, ça a été bien, puis qu'il y a vraiment un vouloir d'augmenter l'autonomie alimentaire. On l'a vu là, dans les diverses politiques qui sont sorties, puis tout ça, du ministère de l'Agriculture. Mais tu sais, reste à voir ces programmes-là parce que pour nous, quand on veut avoir accès à ces programmes-là, ben effectivement, il faut aussi débourser, il faut installer des nouvelles choses. Puis c'est pas toujours accessible. On sort des programmes, c'est bien beau, mais quand on postule à ces programmes-là, ben pour X raisons, ben, on n'est pas admissible pour plein de raisons. Donc, c'est toujours un peu difficile. Fait que je sens vraiment qu'il y a une volonté d'augmenter ça, d'augmenter la consommation locale, la distribution locale, l'autonomie. Mais est-ce qu'on utilise les bons outils? Je ne sais pas. Je ne sais pas si, comme gouvernement aussi, si on ne pouvait pas imposer, nous, comme producteurs, transformateurs, si je faisais affaire avec des institutions, de l'institutionnel, une partie de l'institutionnel, pas beaucoup, ça nous stabiliserait, ça nous aiderait beaucoup en frais de petits producteurs, mettons, dans ma région à moi. Ça pourrait être juste une partie des institutions, un pourcentage, un maigre pourcentage qui utiliserait nos produits, mais le gouvernement pourrait... Ça ferait une énorme différence. Ça ferait une énorme différence. Patrick Mandler? C'est pareil, moi, je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense que je pense qu'aujourd'hui au Québec, on a un gouvernement qui est assez ouvert et sensible au développement des circuits de proximité et qui a pris un certain nombre de mesures. La difficulté dans laquelle il est, c'est qu'en même temps, tout le monde va réclamer sa part. Et puis, les gros joueurs aussi, ils se plaignent de difficultés diverses et variées. Donc, il y a des moments, il y a des visions à développer, des stratégies à arrêter. Et je pense qu'une des difficultés des gouvernements, c'est effectivement d'être dans l'incapacité d'avoir à un moment donné de choisir, de dire, mais moi, je vais mettre mes efforts plutôt là que là. Donc, on essaye toujours de garder vivant Paul, Jacques et tout le monde. Et donc, ça, c'est une des difficultés qu'il rencontre. Moi, je veux pas me mettre à sa place, mais il me semble qu'un certain nombre de dispositions existent aujourd'hui qui ne favorisent pas l'émergence de petits joueurs, l'innovation. Je donne un exemple que je donne souvent. Lorsqu'on veut faire de la recherche en partenariat, enfin, si on veut rentrer dans certains programmes du ministère de l'Agriculture, par exemple, pour faire de la recherche, je parle de mon métier, eh bien, on nous demande un partenaire. Et donc, le partenaire, il faut qu'il ait les moyens d'apporter quelque chose. Mais évidemment, qui sont les partenaires qui ont les moyens d'apporter quelque chose? Ce n'est pas la ferme d'Evelyne Rancourt, souvent. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, par exemple, moi qui travaille beaucoup sur les circuits de proximité, ben, quelque part, me freine, entre guillemets, dans le sens où j'ai plus de difficultés à trouver. Voilà. Donc, il y a certaines choses que le gouvernement peut faire. Il y a toutes les règles qui s'appliquent aussi, les normes. Evelyne pourrait raconter combien de permis elle doit avoir pour pouvoir vendre quelques fromages. Et donc là, on applique les normes mur à mur, pratiquement de la même façon, quelle que soit la taille des entreprises. Il y a un certain nombre de choses comme ça qui mériteraient de laisser plus d'air afin de pour permettre l'émergence réelle de ces productions. Exactement. Gardez vos caméras allumées. Louise, on peut réessayer la caméra pour qu'on vous voit une dernière fois avant de saluer tout le monde. Hugo Beauregard-Langelier, le secrétaire général du PADI, va nous dire un mot. Oui, merci Hélène. Donc, dans un premier temps, un grand merci à Evelyne, Fatma, Louise et Patrick pour votre présence avec nous aujourd'hui. C'est très apprécié. Je dirais, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais ce matin, puis dans les derniers jours, quand je lisais les nouvelles économiques mondiales, on entend beaucoup ces temps-ci parler des problèmes au niveau des chaînes d'approvisionnement.
Il y a des blocages un peu partout. Il y a une congestion qui se produit. On l'a vu aussi dans les derniers mois. Il y a, si je me souviens bien, un bateau qui reste coincé dans le canal de Suez et ça vient déstructurer ou ça vient affaiblir le commerce sur à peu près toute la planète. Donc, il y a pour moi, il y a des faiblesses dans les chaînes d'approvisionnement actuelles. Puis, ce qui est intéressant, c'est à travers ce que vous avez témoigné aujourd'hui, on voit qu'il y a des solutions alternatives. Et je crois qu'une organisation comme le PADI, bien, nous autres, ça nous inspire. Ça nous permet de comprendre aussi d'autres types, d'autres formes d'agriculture et de commercialisation. Et certainement que ça peut, après ça, nous inspirer quand on fait des interventions sur le terrain. Donc, vraiment, je tenais à vous remercier grandement de votre présence aujourd'hui. Et Hélène, merci encore pour ton animation et je te laisse la parole pour conclure. Bien alors, ce sera de saluer tout le monde, de remercier les participants, les panélistes, Louise Candé au Sénégal, à Saint-Louis aujourd'hui. Alors, au plaisir de vous recevoir au Québec le plus rapidement possible. Même chose pour Fatma Amdouni, que l'on joignait en Tunisie. On espère vous accueillir ici, Fatma, un de ces jours. Alors, à la prochaine et merci. Evelyne Rancourt en Abitibi, un grand, grand merci. Même chose, Patrick Mandler. Merci de votre disponibilité, de votre générosité. Prochain rendez-vous le 10 novembre prochain, midi, donc même heure, et ça portera cette fois sur la finance climatique. Alors, bon après-midi. Merci. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée pour ceux qui ont un autre fuseau horaire que le nôtre. Merci. Merci.